prévention et lutte contre les agents pathogènes. Alors comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Dans la vidéo que vous venez de voir, en fait, on a pris un patient zéro et on lui a mis de la peinture fluorescente. Ensuite, il a participé à un buffet avec d'autres personnes. Une demi-heure plus tard, on éteint toutes les lumières et on va juste allumer donc une lumière UV. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que en fait, la personne qui avait de la peinture fluorescente en a mis sur des objets, sans doute que d'autres personnes ont touché ces mêmes objets et ont eux-mêmes mis de la peinture fluorescente un peu partout. Cet exemple nous montre à quel point les micro-organismes peuvent très rapidement en fait, se répandre dans notre environnement. De ce fait, il sera important d'éviter la prolifération et la contamination de l'organisme par les agents pathogènes. Alors comment faire pour éviter la prolifération de tous ces organismes, ces micro-organismes? La première chose, c'est l'hygiène. Donc il va falloir vraiment être très attentif à tous les gestes barrières, etc. La deuxième chose, c'est la vaccination. D'ailleurs, ici, avec la crise du coronavirus, c'est également un des paramètres qui rentre en ligne de compte pour pouvoir espérer que la situation revienne à la normale. Et ensuite, l'emploi d'antibiotiques. Alors, l'emploi d'antibiotiques, on verra que ça dépend vraiment d'une maladie à une autre. Par exemple, avec le coronavirus actuellement, l'emploi d'antibiotiques est totalement inefficace. Tout d'abord, l'hygiène. Quels gestes sont essentiels pour éviter la propagation des micro-organismes dans la vie quotidienne? Alors je pense qu'ici avec de nouveau la crise que nous vivons, je pense que vous avez entendu parler des gestes barrières à tout bout de champ. Et donc en fait le premier geste barrière qui est en fait un des plus importants, c'est celui de se laver les mains. Pourquoi? Parce que celui-ci donc permet d'éviter toutes les contaminations indirectes. Donc c'est-à-dire le fait effectivement de toucher un objet, de mettre des micro-organismes sur cet objet et puis que cet objet soit pris par quelqu'un d'autre qui va lui-même donc avoir des micro-organismes sur ses mains et puis s'il mange etc. eh bien il risque de porter donc ces micro-organismes à sa bouche et donc de se faire infecter. Donc pour certains micro-organismes, le fait de se brosser les dents, par exemple, pour avoir une bonne hygiène buccale. Ce qui est important aussi lorsque c'est par exemple une maladie qui va se mettre dans les gouttelettes, eh bien c'est de bien mettre son coude devant la bouche lorsqu'on éternue. Alors on a bien compris le principe qu'il ne fallait pas mettre sa main, donc effectivement avant on disait mets ta main devant la bouche, mais en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut bien aller dans le pli du coude parce que effectivement avec le coude on va toucher aucun objet. Il faut également respecter les règles de conditionnement et de stockage dans le frigo et le congélateur. Donc ça c'est pour l'alimentation. Donc si on ne veut pas qu'un aliment pourrisse trop vite, etc., il va falloir faire attention de le stocker correctement. Alors lorsque la maladie va être très contagieuse, par exemple par voie aérienne comme est le coronavirus, ou aussi vous avez la grippe qui a exactement le même type de contamination, et le pire c'est la rougeole. Donc en fait la rougeole c'est vraiment une maladie qui va être ultra contagieuse au niveau de l'air. Et donc là, effectivement, on aura le respect de la distance de sécurité. Dans le cas du coronavirus, on l'a dit, c'est 1,50 m. Ça peut être plus dans d'autres maladies. Et alors, donc, porter un masque buccal. Quels gestes peut-on poser afin de détruire ou tuer des micro-organismes lorsque l'on est légèrement coupé ou brûlé? Donc, lorsque vous êtes brûlé, alors là, c'est d'abord des gestes de prévention de votre peau. Donc, avant de détruire les micro-organismes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais vous vous brûlez, il va falloir vraiment protéger votre peau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les règles des 3,20 ou des 3,15. En tout cas, ça veut dire que vous allez, pendant 20 minutes, vous allez mettre votre plaie, donc votre brûlure, sous l'eau, mais attention, il va falloir mettre le jet à 20 cm de la brûlure pendant 20 minutes à 20 degrés. Alors si on a une grande surface de peau qui a été brûlée, là il faut faire vraiment attention. Pourquoi? Parce que admettons que quelqu'un se ramasse de l'huile bouillante suite à une fondue sur le corps. Première chose, il va falloir enlever les vêtements parce que sinon, en fait, les vêtements sont tellement chauds que là, ça va continuer à brûler.
Puis ensuite, il va falloir mettre la personne directement sous la douche. Il faut imaginer que si on met la personne à 20 degrés Celsius pendant 20 minutes sous la douche, en fait, il risque l'hypothermie. Et donc là, il va falloir un peu gérer que l'eau soit pas trop chaude, mais quand même, elle devra être suffisamment chaude pour que la personne ne refroidisse pas et appeler alors très 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 rapidement l'ambulance. Il faut savoir qu'une brûlure qui est plus grande que la paume de la main est considérée comme une brûlure assez grave, voire très grave. Lorsqu'une brûlure est située sur les mains, sur les parties génitales et également sur le visage, c'est également considéré comme une brûlure qui pourrait être grave. Et dans ces cas-là, il faut également consulter un médecin ou carrément aller à Nederhorvenbe, qui est un hôpital militaire qui soigne donc les brûlures. Et en fait, tous les citoyens peuvent s'y rendre lorsqu'ils se brûlent. Alors, lorsqu'il y a une brûlure ou une plaie, le problème c'est que cette brûlure ou cette plaie va être ouverte vers l'extérieur. Et donc en fait c'est une magnifique porte d'entrée pour les infections. De ce fait, si la plaie n'est pas trop béante ou si la brûlure n'est pas trop étalée, il va falloir donc mettre un antiseptique. Donc vous avez des sprays antiseptiques qui existent en pharmacie et qui sont qui ne brûlent pas trop, enfin en tout cas qui n'ont pas vont pas trop piquer, mais attention en cas de brûlure, si elle est trop étendue, ça peut faire franchement mal. Et dans ces cas-là, c'est plutôt à l'hôpital qui géreront ce genre de choses. Par contre, si vous avez un petit bobo, quoi, on va dire, alors là, un simple antiseptique suffira tout à fait. Et puis, il va falloir donc couvrir avec un pansement le temps que la peau puisse former une croûte et donc protéger la plaie et donc refermer la porte d'entrée aux micro-organismes. Alors, les gestes surtout à ne jamais faire avec une brûlure, c'est mettre par exemple du beurre, du dentifrice. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Lorsqu'une personne est relativement fort brûlée, si elle a du beurre ou toute autre chose dans la plaie, c'est pas compliqué. À l'hôpital, ils vont devoir donc la nettoyer. Et nettoyer une brûlure, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais je crois que ça doit faire extrêmement mal. Donc en fait, la seule chose à faire, c'est vraiment l'eau pendant 20 minutes à 20 cm à 20 degrés Celsius. Donc surtout, on ne met rien du tout dessus. Si vraiment la brûlure est très petite, dans ces cas-là, rendez-vous à la pharmacie pour aller chercher un produit qui sera adéquat. Mais surtout, s'il vous plaît, pas de beurre, pas de dentifrice. Alors, l'antisepsie, justement, c'est le fait de désinfecter une plaie. Alors, on va également avoir ce qu'on appelle l'asepsie. Alors, l'asepsie, c'est un autre procédé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas effectivement de désinfecter l'organisme, donc notre organisme, mais on va plutôt désinfecter une surface qui est une surface plane. D'accord? Donc, en tout cas, un objet inerte. Alors, pour cela, deux façons de faire. On peut utiliser forcément un désinfectant pour tuer les microbes. Donc par exemple, c'est ce qu'on va utiliser pour le plan de travail ou par exemple désinfecter les poignées de porte, etc. Ou alors on peut aussi utiliser donc la vapeur, donc c'est-à-dire qu'on va stériliser grâce à la vapeur chaude. Ça c'est ce qui va plutôt être utilisé par exemple pour les biberons des bébés, donc c'est-à-dire qu'on met un petit fond d'eau et puis on met un petit fond d'eau donc dans un récipient. Puis on met les biberons, on remet ça sous une sorte de cloche et puis en fait en faisant chauffer cette eau, elle va dégager de la vapeur extrêmement chaude et donc effectivement ça va donc tuer une très grosse partie des micro-organismes. Il s'avérerait qu'actuellement dans les maternités on ne préconise plus forcément de stériliser à la vapeur chaude les biberons, mais bon tout ça évolue et donc il faudra voir le jour où vous êtes parent ce qui est préconisé. Alors quels sont les procédés employés par les hôpitaux pour ne pas transporter des micro-organismes d'un patient à un autre? Ça a été les gros problèmes qui ont été observés lorsqu'on ne connaissait pas du tout les micro-organismes. En fait, il arrivait assez fréquemment qu'un médecin s'occupait d'un patient et donc par exemple il s'occupait de quelqu'un qui avait la grippe et puis il se désinfectait pas du tout les mains, il restait avec ses mêmes habits, etc. Et puis en fait, il passait au patient suivant, par exemple, je ne sais pas moi, qui avait une plaie ouverte. Et donc en fait, il allait infecter donc, le patient B à cause du patient A. Donc lorsqu'on a une personne donc, qui est hautement contagieuse, dans ces cas-là, il va falloir aller bien au-delà de simplement se laver les mains. Il va falloir carrément mettre la personne en chambre stérile, c'est-à-dire qu'on va mettre une pression plus basse.
cette pression plus basse va permettre en fait d'éviter, donc si vous voulez, que l'air de la chambre sorte. Donc c'est toujours la même chose. Avec la pression elle va toujours de la pression la plus haute vers la pression la plus basse. Donc si la chambre est mise sur une pression plus basse, forcément quand on ouvre la porte, eh bien l'air va rentrer, mais en tout cas il ne va jamais sortir. Donc le personnel soignant et les visiteurs vont devoir porter en fonction de la situation des vêtements donc tout à fait stériles, un masque, des gants, un couvre-chef, mais tout ça dépend très 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 fortement de l'infection. Donc en fait vous avez certaines maladies qui sont très peu contagieuses et donc là il ne faudra pas prendre autant de précautions, et par contre il y en a d'autres où vraiment il faudra faire très 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 attention. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'asepsie, donc voilà. Donc pour bien différencier les deux, on est bien d'accord que l'antisepsie, donc en fait c'est une technique qu'on va utiliser de façon curative, donc c'est-à-dire qu'on va soigner, tandis que l'asepsie c'est plutôt une pratique donc préventive qu'on fait donc en prévision justement pour éviter tout risque de contamination.